Bonjour à tous. Donc dans le cadre de la deuxième conférence, on va traiter des fake news, des techniques qui existent à l'heure actuelle pour justement falsifier les données qu'on vient de vous présenter. Et parce que quand on pense à falsification des données, le premier terme qui vient en tête c'est fake news. Bon, on va commencer avec les images. Donc avec les moyens d'aujourd'hui, tout le monde est capable, grâce à des logiciels d'édition d'images, de photoshopper une image, de faire de la falsification de données. On a Photoshop, GIMP. Pour autant, ce sont des logiciels qui demandent une certaine maîtrise. Il va falloir avoir une formation dessus, passer plusieurs heures pour pouvoir avoir des résultats concluants. Tout l'intérêt de l'intelligence artificielle maintenant, c'est justement de rendre ceci accessible à tous, au plus grand nombre. Vous pouvez voir là, donc, sur la slide un exemple d'intelligence artificielle donc, qui s'appelle le SC-Fegan, donc, qui est basé sur un type de réseau de neurones. Donc, réseau de neurones, c'est un type d'intelligence artificielle. Et le GAN, c'est un type particulier parmi justement ces réseaux de neurones. Je vais vous expliquer tout de suite après. Mais voilà, vous pouvez voir donc un exemple de comment à partir d'une image source, donc ce que vous trouvez à gauche, et en faisant quelle modification, vous obtenez justement un effet de Photoshop. Voilà, comme vous pouvez voir ici. La question, parce que quand on compare à l'édition réalisée par l'homme, qui prend plusieurs heures habituellement, c'est combien de temps prend une intelligence artificielle pour générer un tel Photoshop? Est-ce qu'on est de l'ordre du 10 secondes, de la seconde, du millième de seconde? La réponse, c'est 55 millisecondes. Donc voilà, à l'heure actuelle, il faut 55 millisecondes pour photoshopper l'image de quelqu'un qu'on peut trouver sur Internet. Ce type de logiciel. Ce que vous voyez là, se trouve sur Internet. Ce logiciel se trouve sur Internet et donc tout le monde ici présent, avec simplement un clic de souris et quelques modifications sur une image, peut photoshopper en 55 millisecondes. C'est assez incroyable. Alors, juste voilà, faire une petite parenthèse sur le GAN, histoire que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, parce que justement, dans le cadre de la falsification de données, c'est quand même beaucoup utilisé. Donc en fait, on a deux réseaux neuronaux à l'intérieur du GAN. Donc le premier, le générateur, et le deuxième, le discriminateur. Le générateur, on peut comparer ça, si on fait une analogie, à un faussaire. Il va générer, donc dans le cadre de la génération d'images, des images, et il va les présenter au discriminateur. Donc on peut comparer dans l'analogie au policier. Et donc en fait ce qui va se passer, donc le générateur va former des images, les présenter au discriminateur, et là il y a deux processus qui vont se réaliser. Le discriminateur il va donc essayer de déterminer si l'image qu'on lui a donnée c'est une vraie image ou si elle a été générée par le générateur. Et donc deux cas possibles, soit il détecte l'arnaque, et donc du coup il va renvoyer l'image au générateur en lui disant bah voilà j'ai démasqué, et du coup à partir de ça le générateur va pouvoir s'améliorer, soit il va se faire avoir, et donc on va retransmettre l'image au discriminateur pour que lui aussi puisse s'améliorer, et on fait ça un certain nombre de fois, et à la fin justement il va être capable, les deux seront capables de générer et de détecter les faux. Voilà, c'est un peu le fonctionnement basique d'un GAN. Donc voilà, donc maintenant que vous avez un peu vu tout l'intérêt du GAN pour la modification d'image, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la modification de vidéo. On va surtout s'intéresser donc au reenactment, qui correspond en fait à, le reenactment, c'est faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais dit. Donc vous prenez une vidéo, vous prenez sa voix, et vous lui faites dire ce que vous voulez, et visuellement, vous voyez pas la différence. Donc en termes de reenactment, à l'heure actuelle, on a deux types de méthodes pour le faire. Donc la première, c'est le face swapping, qui est donc l'échange de visage. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre l'image, le visage d'une image, donc l'image source, et de l'appliquer sur une vidéo existante, et justement on va remplacer le visage sur la vidéo par le visage de la photo. Et donc, à l'heure actuelle, c'est une équipe israélienne qui a déterminé l'algorithme le plus au point. Et en fait, c'est donc des GAN en cascade.
Et c'est extrêmement performant dans le sens où on n'a pas besoin, enfin l'algorithme n'a pas besoin d'avoir déjà vu la photographie pour pouvoir réaliser le face swapping. Du coup, à partir d'une simple image, une seule image suffit pour réaliser ce type d'échange de visage. Et donc ça, c'est très performant. Et voilà, une image suffit pour remplacer sur n'importe quelle vidéo le visage que vous voulez. Et voilà, donc, et ça, et malgré une différence d'orientation de visage et de couleur de peau, on arrive à des résultats saisissants. Et je vous laisse voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'en règle générale, ça fonctionne quand même assez bien. Bon, alors on n'est pas dans de la perfection, mais évidemment, enfin voilà, on obtient des résultats assez saisissants. Je sais pas si vous avez vu, mais quand le fait qu'il y ait un objet, ça a moins bien fonctionné, mais on reste quand même avec quelque chose. Enfin, on voit la différence. Donc voilà, ça c'est le face swapping. Donc là, on est vraiment juste dans l'échange de visage. Et donc là, il y a une deuxième technique, donc le face reenactment. Donc là, on va vraiment changer. Enfin, c'est bon, je sais pas le traduire. Mais en gros, voilà, l'idée c'est à partir de deux vidéos cette fois-ci, donc une vidéo source et une vidéo cible. On va non plus s'intéresser donc au visage, mais plutôt s'intéresser aux mimiques, aux expressions qui sont présentes sur le visage de la vidéo cible, et essayer de les appliquer de la vidéo source, pardon, et les appliquer à la vidéo cible. Donc là, la technologie la plus répandue, enfin la plus performante à l'heure actuelle, donc vient d'une équipe allemande qui, au lieu de se concentrer comme le faisait habituellement, donc sur des images, enfin prendre des images en 2 dimensions, travailler avec des images en 3 dimensions. Et le fait de prendre des images en 3 dimensions, ça a vraiment changé énormément de choses. Surtout au niveau de la mimique de la bouche, parce qu'il y a énormément de détails, c'est là où c'est le plus important d'avoir un rendu correct, et le fait de passer avec de l'image 3D, ça a donné quelque chose de vraiment bien plus performant. Alors, contrairement au face swapping, où j'expliquais justement le fait qu'on avait besoin que d'une seule image, parce que le fait de faire des GAN en cascade permettait donc d'avoir uniquement une image qui n'avait jamais été vue par l'algorithme pour faire le face swapping. On a besoin, avec ce type d'algorithme, donc le face reenactment, d'avoir entraîné l'algorithme sur le visage qui nous intéresse. Donc ça demande une base de données plus conséquente. Et donc là encore, je vous laisse admirer le travail du face reenactment. Voilà. Vous voyez bien qu'on est enfin voilà, la modification du visage, les traits de la bouche, l'inclinaison de la tête, des choses comme ça sont réellement pris en compte par l'algorithme, et on est capable voilà, de faire en sorte que Barack Obama dise que Trump aurait dit. Ce qui, en période d'élection présidentielle par exemple, peut être sujet à controverse. Mais lorsqu'on fait donc du reenactment, il n'y a pas uniquement la vidéo, il faut également prendre en compte le son. Et donc là, voilà, c'est un autre type d'algorithme qui est mis en place pour le son, parce que voilà, donc on va essayer d'imiter la voix et c'est légèrement différent. À l'heure actuelle, donc l'algorithme le plus performant a été développé par une entreprise londonienne, donc rachetée par Google, DeepMind. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de DeepMind, mais c'est DeepMind qui a
créé l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go il y a quelques années. Voilà, c'est un acteur important dans l'intelligence artificielle. Et donc c'est eux qui ont créé l'algorithme le plus performant, donc WaveNet, il me semble. Et cet algorithme, en fait, contrairement aux autres algorithmes qui se concentrent uniquement sur les segments de voix qui ont un sens et qui sont pertinents, ils prennent ça en compte, mais ils prennent également en compte tout ce qui est timbre, hauteur de la voix, la fréquence, tout ça, et également là où il y a des pauses. Et du coup, ça donne un résultat bien plus performant, bien plus réaliste, en fait, de la voix, ce qui fait qu'on obtient quelque chose de très ressemblant à la réalité. Et donc là encore, vous aurez l'occasion, j'espère qu'il y a du son. Good morning, everyone. I'm your Google Assistant. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google I/O. Back to you, Sundar. Voilà, donc tout ça, ce sont des... Alors là, on n'est pas dans la copie de voix à proprement parler, mais on est dans de la synthèse de voix, dans l'exemple qu'on vient de vous montrer. Mais vous voyez qu'il y a quand même une... Lorsqu'on écoute la voix artificielle, on n'est pas capable vraiment de faire la différence avec quelqu'un qui parle normalement. Sa façon de s'exprimer, les pauses, la respiration, entre guillemets, tout ça est pris en compte par l'algorithme et donne quelque chose de très ressemblant, très vrai. Et voilà, et donc lorsqu'on a justement toutes ces techniques qui sont mises ensemble, on est capable de faire du reenactment et de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit de sa vie. Et donc évidemment, au vu du contexte politique ou de choses comme ça, où il y a vraiment les gens sont mis en avant par les réseaux sociaux ou par la télé, le fait que toutes ces données sont falsifiables aussi facilement avec ce genre de technique remet en cause plein de choses. Et enfin, donc pour terminer, tout ce qui est fake news, tout ce qui est génération de texte, étant donné qu'on a l'information donc par les tweets, par Facebook, par les journaux, maintenant de plus en plus en ligne. Et donc on va s'intéresser donc à la génération de texte automatique par intelligence artificielle. On va s'intéresser donc à GPT-2, qui est à l'heure actuelle le modèle linguistique le plus performant, développé par une société américaine appelée OpenAI. Donc ce modèle, pour être entraîné, pour être efficace, il a analysé 8 millions de pages internet. Ça représente 40 gigaoctets de texte. Alors, ça peut sembler peu vu de nos disques durs actuels, mais habituellement, ce genre d'algorithme, c'est entraîné plutôt sur l'ordre du mégaoctet. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus imposant. Et surtout, c'était sur des sujets mais vraiment diversifiés. Il a analysé des textes sur tout et n'importe quoi. Ce qui fait donc aujourd'hui de cet algorithme un des plus performants. Il a plusieurs fonctionnalités, donc complétion automatique de texte, la compréhension de texte, donc il est capable de répondre à des questions qu'on peut lui poser sur un texte. Il peut faire des résumés et il peut faire de la traduction. C'est un peu ses composantes principales. Et donc cette performance, le fait d'entraîner sur autant de pages et ce qui donne comme résultat, font qu'on pourrait croire que, au vu des résultats qui sont annoncés, on pourrait croire que la génération automatique de texte par intelligence artificielle est maintenant équivalente à la compréhension humaine et à la capacité d'un être humain à rédiger des textes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une intelligence artificielle, quand elle s'est entraînée sur ça, elle prend des sections, elle s'entraîne sur à essayer de comprendre la linguistique derrière. Elle essaie de comprendre le sens, mettre ce qu'elle lit, mettre un sens sur ce qu'elle lit et créer des liens entre les mots et essayer de comprendre les liens entre les mots pour pouvoir rédiger ensuite et comprendre quel mot a le plus de chances de se situer après le précédent. Et elle fait ça de proche en proche. L'être humain, lui, il est plus basé sur le sens général, on va dire, en gros. Et du coup, de par cette différence, même si l'intelligence artificielle est capable d'avoir des résultats étonnants, on est encore très loin d'avoir une compréhension de l'intelligence artificielle égale à celle de l'homme. Alors, dans ce cas, la question c'est est-ce que l'algorithme en lui-même est vraiment efficace ? Enfin, pourquoi il serait efficace si il est pas aussi, on peut pas avoir la même compréhension qu'un être humain.
C'est pour ça qu'on a testé l'algorithme pour vous avant de venir. On lui a donné une phrase, une seule et unique, et cette phrase c'est « Une intelligence artificielle est capable de générer du texte comme le ferait un humain actuel ». C'est exactement ce que je vous ai dit il y a 5 phrases. Et en fait, les 4 phrases qui ont suivi, elles ont été générées par l'intelligence artificielle GPT-2. Il se trouve que GPT-2 a été capable, à partir d'une simple phrase, de m'expliquer comment il fonctionne et en quoi il diffère de l'être humain. Voilà, c'est pour vous dire à quel point l'algorithme est performant aujourd'hui. Et bon, pour les sceptiques, je suis pas sûr que ça ait été pris en compte par les utilisateurs et codé à l'avance. Mais voilà. Faut savoir quand même que donc, ça a été fait sur 40 gigaoctets. Il y a certains sujets qui ont été plus récurrents que d'autres. Donc si vous utilisez cet algorithme, ce logiciel, c'est un site internet, Talk to Transformer. Si vous l'utilisez en fonction des sujets, vous ne serez pas capable... il faudra plusieurs essais avant de trouver quelque chose de réellement cohérent. Donc certains c'est une fois sur 2, d'autres c'est un peu plus aléatoire. Voilà. Donc Talk to Transformer, vous pouvez utiliser GPT-2. Enfin voilà, donc les scientifiques qui ont mis au point donc à OpenAI ce GPT-2, ils se sont dit pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas faire plus que simplement du texte? Et ils se sont dit pourquoi ne pas appliquer ça à de la musique? Donc là vous comprenez également tous les problèmes que ça peut soulever en termes de droits d'auteur autour de la musique. Et donc ils ont développé MuseNet. Et pour vous donner un exemple de l'efficacité donc de GPT-2 qui est ensuite appliqué à la musique avec MuseNet, ils ont donné en entrée du réseau de neurones les 6 premières notes de Nocturne, donc une œuvre de Chopin, et ils lui ont demandé de le transformer en version pop. Et voilà en avant-première pour vous ce que ça donne. Voilà. Je sais pas s'il y a de grands musiciens dans la salle, moi c'est pas mon cas, donc je suis pas capable de faire la différence. Mais en tout cas, ce qu'on peut entendre à partir de la 30e seconde, c'est une instrumentation qui est générée artificiellement et de manière automatique par MuseNet, qui est ajoutée à la musique. Et donc ça, c'est quand même plusieurs types d'instruments qui sont rajoutés, et ça c'est quand même du jamais vu à l'heure actuelle, avec ce type d'algorithme, ce qui montre toute la puissance et de GPT-2 et de voilà. Une chose intéressante sur GPT-2 et MuseNet, c'est que donc OpenAI, quand ils ont élaboré l'algorithme et qu'ils ont voulu le donner aux gens, le publier dessus, en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas donné l'algorithme, ce qui était un peu une première dans le monde de la recherche en intelligence artificielle. Ils n'ont pas dévoilé toutes les informations nécessaires pour que les gens puissent reproduire l'algorithme eux-mêmes, parce qu'ils savaient, ils connaissaient la puissance de leur algorithme, et du coup il y avait une certaine peur, une certaine crainte qu'il soit utilisé à mauvais escient. Donc un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc pour cela, ça leur a pris 1 an pour dévoiler complètement leur logiciel, leur algorithme, pour qu'ils puissent avoir le temps de développer d'autres algorithmes qui soient capables de justement déterminer les faux réalisés par leur algorithme. Donc voilà, donc il y a toute cette éthique qui a été prise en compte par la société OpenAI au moment de la révélation de leur algorithme, et justement c'est sur ces sujets-là que vont porter les prochaines conférences.
Donc il vous reste encore 2 conférences. Donc la première donnée par Nicolas Possocco, fondateur de l'association, et la suivante par un YouTuber Lei, voilà, qui nous vient directement de Suisse, voilà, pour nous traiter voilà, sur tout ce qui est, tout le danger qu'il y a derrière cela. Merci beaucoup pour votre attention.